Cette semaine se tient une conférence à Riga en Lituanie sur les systèmes d'alerte mobile des populations européennes en cas de catastrophe. L'UE a fixé comme échéance juin 2022 pour que chaque pays membre soit équipé d'une solution. Pour en savoir plus sur le choix qu'a fait la France en matière de technologie, j'ai à mes côtés Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Petite parenthèse, j'ai appris que vous aviez lancé une chaîne sur Twitch. Oui, tout à fait. Tous les jeudis à 18h, effectivement, j'ouvre un stream. Les gens peuvent poser des questions, alors sur tout ce qu'ils veulent sur le ministère de l'Intérieur. On discute, on échange, on débat et des fois je thématise s'il y a une demande particulière. Donc effectivement, tous les jeudis à 18h. Ok, super. En attendant, ce sera donc dans Smart Tech qu'on débattra de ces systèmes d'alerte avec également à côté de vous Arnaud Westphal qui est directeur commercial Europe et Afrique d'Intersec. Et Intersec, c'est le prestataire qui a été choisi par le ministère de l'Intérieur pour mettre en place ce nouveau système d'alerte aux populations. Alors déjà, première question pour vous, Arnaud Westphal, est-ce que ce système, donc qui doit alerter les citoyens via leur téléphone mobile, requiert une action, requerra une action de la part des citoyens français? Bonjour, non, il n'y a pas besoin d'action pour les citoyens français, c'est justement ce qu'a bien compris la France, à savoir utiliser un système qui ne nécessite rien de la part des usagers de leur téléphone mobile. Pas besoin d'installer une application sur son téléphone mobile. C'est vraiment l'objectif aussi de la Commission européenne, de faire en sorte d'utiliser son mobile comme on a l'habitude de le faire et de recevoir une alerte contextualisée en fonction de sa localisation. D'accord. Quels sont les impératifs, Camille Chaise, en termes de protection des populations? Aujourd'hui, on est post-Covid-19. J'imagine que le contexte, quand même, a beaucoup joué sur les prises de décision. Oui, il y a eu pour nous 2 événements majeurs pour nous faire évoluer. Alors, on évolue tout le temps. On se souvient, au 19e siècle, le tocsin qu'on sonnait au clocher. Maintenant, les systèmes de sirènes. Enfin, voilà, c'est un long cheminement dans nos systèmes de protection des populations. Mais là, il y a eu 2 événements. Il y a eu Lubrizol, l'accident industriel, avec quand même cette fumée noire qui a tellement inquiété pendant tellement de jours la population et pour laquelle on a vu les pouvoirs publics avoir des difficultés à se faire comprendre dans les messages. Et puis effectivement cette crise sanitaire, mais on a aussi plein d'autres événements. Par exemple, on a à Mayotte en 2021 un volcan subaquatique qui a inquiété fortement la population. Donc on voit qu'il faut qu'on adapte nos messages de protection, qu'on utilise aussi les canaux que tout le monde utilise aujourd'hui pour toucher les gens, et le téléphone portable, il n'y a rien de mieux. Et comme vous le disiez, il n'y a rien à installer sur son téléphone, et ça marche aussi avec les très vieux téléphones portables. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone dernière génération pour que cela fonctionne, et c'est important de toucher tout le monde. Dans l'idée de remplacer la sirène du mercredi, du premier mercredi du mois, parce que finalement on s'aperçoit aussi que ces systèmes étaient très ponctuels, alors que c'est sur le long terme ou le moyen terme au moins qu'on doit gérer une crise aujourd'hui. C'est un système d'alerte et aussi de gestion de crise. Nous on le sait, on fait bien que ce qu'on fait quelque part tous les jours, et le système, il faut qu'il soit déployé suffisamment pour qu'on ait l'habitude de l'utiliser et qu'on ne soit pas étonné et qu'on sache utiliser et avoir le bon comportement. C'est ça qu'on attend des gens, de les informer de la situation pour qu'ils se protègent eux-mêmes, en plus de ce que va faire les pouvoirs publics. Donc oui, pour nous, c'est clairement une combinaison finalement entre l'existant, des nouveaux dispositifs, et on a bien l'intention de l'utiliser à la fois pour tout ce qui est catastrophe naturelle, industrielle, mais aussi par exemple sur des événements d'ordre public majeurs, sur une crise sanitaire, pourquoi pas aussi. Donc on a un nouvel outil à notre disposition grâce à l'aiguillon de l'Union européenne qui nous sommes de se mettre en conformité et d'avancer sur ces sujets. Tout à fait. Alors, comment fonctionne cette technologie? Donc, on a déjà donné un premier indice. Oui. Pas besoin d'installer une application. Donc, comment ça marche? Ça marche en collectant les données de mobilité de par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est-à-dire, lorsque vous vous baladez, votre téléphone, pour qu'il marche, va se connecter à des antennes. Donc, on va être capable d'avoir ces données de mobilité, comment les gens se déplacent. Et l'objectif, c'est qu'à partir du moment où on collecte ces données dans nos plateformes Big Data, on est en mesure de contextualiser un message en fonction de sa localisation. Donc tout simplement, vous gardez comme d'habitude votre téléphone dans la poche et vous serez alerté si jamais vous avez une... Qu'est-ce que vous faites vous avez abordé la question du Big Data. Qu'est-ce que vous faites de l'ensemble de ces datas? Alors l'ensemble de ces datas, elles restent chez les opérateurs. C'est la propriété de l'opérateur. Ça ne remonte jamais au niveau de l'État. C'est très important, notamment par rapport à votre invité précédent sur le GDPR, etc. Où effectivement, toutes les données sont à l'opérateur et ça ne remonte pas, donc on garde vraiment l'anonymisation de chaque personne. Et qu'est-ce qu'il en est fait? Donc vous avez comme indicateur donc l'ensemble des téléphones qui sont connectés avec les points de géolocalisation. Exactement. Qu'est-ce que vous en faites? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des gouvernements une interface
web sur laquelle vous allez être capable de dessiner des zones en fonction de là où vous avez une problématique, une crise à gérer. Donc on va à la fois alerter, mais à la fois gérer la crise. Donc là, c'est une illustration. Voilà, tout à fait. Donc là, vous avez une illustration où vous allez dessiner une zone sur la côte. Là, on est dans un cas, alors on n'est pas dans un tsunami parce qu'on n'est pas dans la bonne région, mais en tout cas, c'est l'objectif, où on va alerter toutes les personnes qui sont sur la côte pour communiquer avec eux, en fonction du contexte qui peut être un tsunami, pour aller dans les terres et pour éviter cette problématique. Donc au ministère de l'Intérieur, une fois que vous accédez à cette carte, vous avez cette interface, quels sont vos moyens d'action ? Nous, on est surtout dans la rédaction du message à la population. Quels conseils on donne ? Nous, on a l'objectif d'informer, leur dire ce qui est et aussi comment se comporter pour ne pas se mettre en danger inutilement. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, il y a une alerte rouge en Provence-Alpes-Côte d'Azur, inondation et risque de pluie diluvienne. On peut géolocaliser tous les téléphones portables des gens dans cette zone-là et que tout le monde reçoive, qu'ils soient français, étrangers, qu'ils aient un vieux téléphone, un téléphone récent, informer toute cette population présente dans cette zone sans aucune collecte de données, mais en envoyant le bon message. Donc pour nous, c'est très important. Et peut-être juste pour compléter, le message apparaît sur le téléphone des personnes, même si le clavier est verrouillé. Donc c'est aussi une chose à laquelle on a pensé pour vraiment toucher le plus de monde possible, même ceux qui sont, disons, les moins connectés d'entre nous. Alors donc, ça passe par quel canal justement ? Donc, on n'est pas par du canal SMS ? Alors on est sur du canal SMS, il y a une autre technologie un petit peu... Donc c'est du canal SMS, même si je n'ai pas activé mes notifications pour que mes SMS apparaissent sur mon écran d'accueil, ça apparaîtra quand même. Oui, vous avez la possibilité, ce qui s'appelle le Cell Broadcast, qui est également une autre norme GSM qui vous permet de faire sonner automatiquement votre téléphone, même si celui-ci n'accepte pas de recevoir des messages. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis demain, vous aurez aussi potentiellement les satellites avec Galileo qui sera la suite de l'évolution des différents canaux de diffusion. Donc c'est vraiment un point important. Votre téléphone, dans tous les cas, grâce au choix de la France aussi, puisqu'ils ont choisi cette approche multicanal, va pouvoir couvrir toute la population. Oui, parce que le SMS, au départ, c'est un canal utilisé par l'opérateur, Tout à fait. Un canal professionnel. Exactement, qui sont là pour faire du business. Là, dont l'usage s'est un peu transformé. Mais donc, il est toujours adapté aujourd'hui à ce système d'alerte. La question, finalement, ça va être la mesure, j'imagine, pour le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que... Quand est-ce qu'il faut décider d'activer ce système d'alerte ou est-ce qu'on ne risque pas de trop alerter ? Si on fait toutes les alertes météo, par exemple, c'est peut-être un petit peu extrême. Alors, on a des niveaux d'alerte. Par exemple, le niveau alerte rouge, c'est la plus importante. Là, probablement, on est en train de finir de processer tout ça, mais probablement, on déclenchera. Pour les alertes orange, par exemple, ce sera pas nécessaire. Il y a aussi tout ce qui est lié au terrorisme, par exemple, ou sur des événements d'ordre public majeurs, où ce sera sans doute nécessaire. Donc, on est en train d'expérimenter et de mettre en place les process effectifs. On sait qu'il ne faut pas que ce soit trop récurrent, sinon il y a le risque de lasser les gens. Donc il faut vraiment le garder pour, comme on dit dans notre jargon, le haut du spectre, donc les situations d'urgence majeure, où on attend aussi un comportement particulier de la population. On le sait, la population peut nous aider dans des crises, peut nous aider en se protégeant. Des messages tout simples aussi, par exemple, beaucoup de personnes, la première réaction lorsqu'il y a une crise, c'est d'aller à l'école chercher les enfants, alors que l'Éducation nationale met en place des propres dispositifs de protection des écoliers lorsqu'il y a un tremblement de terre, une inondation, pour les mettre en sécurité. Et au contraire, c'est se mettre en danger et mettre en danger le système et le dispositif de secours que d'avoir ce comportement-là. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur la protection des populations pour tout simplement donner les bons conseils de comportement pour que chacun puisse nous aider et nous assister dans les crises. Alors c'est un vrai outil de communication finalement et de pédagogie, mais il va falloir aussi faire de la pédagogie en amont pour expliquer l'arrivée de ce système, parce que ça peut être très perturbant. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient étonnées de recevoir déjà des SMS pendant la période Covid-19. Vous avez aussi, pendant toute cette période d'expérimentation technologique, une période d'expérimentation sur l'acceptation sociale, communication auprès de la population. Oui, l'acceptation sociale, c'est pour nous toujours la clé de toutes les politiques publiques. Donc on sait qu'on a un travail à réaliser. Après, majoritairement, les gens sont plutôt en demande d'informations plutôt que l'inverse quand il y a ces périodes de crise. Effectivement, quand on est sur des comportements, par exemple en termes sanitaires, l'acceptation sociale est moindre. On le voit actuellement sur les débats, par exemple, sur la vaccination.
Mais quand on est sur une crise de type catastrophe naturelle, industrielle ou même d'ordre public type terrorisme, globalement, il y a une sorte d'union sacrée. Les gens veulent savoir, veulent s'informer. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux à ces moments-là à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, à s'abonner à nos réseaux sociaux, parce qu'ils ont besoin d'informations fiabilisées. Beaucoup écoutent la radio, la télévision, mais ils ont besoin vraiment d'une parole officielle qui sera aussi diffusée par ce moyen. Alors justement, les réseaux sociaux ont investi un peu ce champ pendant les événements majeurs qu'on a connus, notamment en France, en permettant une interactivité finalement. C'est-à-dire que l'utilisateur peut décider de déclarer qu'il estime être dans une zone sécurisée. En cas d'attaque terroriste, typiquement, ça a été expérimenté et plutôt suivi par les internautes. Est-ce que votre dispositif, votre technologie permet d'avoir aussi une forme d'interactivité ? On va effectivement regarder avec l'État français comment s'implémenter au niveau des différents réseaux sociaux. Ça fait partie des choix qu'ont réalisé le ministère. La question c'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on va s'assurer que l'information qui remonte est bonne pour ne pas polluer le message et polluer les remontées d'informations au niveau du ministère. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire en bonne intelligence pour pas diluer les messages et surtout ne pas s'éparpiller. On est sur de la gestion de crise, il faut aller quand même vite, s'assurer des choses et pas rester se faire trop finalement diluer en fonction des Donc il pourrait y process. avoir dans ce dispositif à la fois le canal d'alerte pour tout le monde et peut-être des applications, des interventions sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des réflexions. Vous travaillez, vous, sur toute cette déclinaison ? Tout à fait. C'est des choses qu'on fournit déjà, qui sont des produits sur étagère, que le ministère de l'Intérieur a sélectionné pour certains d'entre eux. Donc c'est des choses qui vont bien sûr évoluer dans le temps. Comme l'a dit Camille, l'objectif c'est vraiment de faire évoluer cette solution et pour être en mesure de répondre avec la technologie à ce qui se fait de mieux et alerter notre population. Tout à fait. Et il y a une stratégie française qui est différente peut-être des pays voisins ? Alors oui, on a tous des comportements un peu différents selon les pays. Alors certains sont assez avancés, les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique. L'important pour nous, c'est que ça soit adapté aux besoins de nos citoyens, de nos concitoyens, que ce soit accepté aussi. Donc il faut trouver la juste mesure en fonction aussi de notre niveau de connexion, de notre pyramide d'âge aussi. Donc l'objectif, c'est bien de combiner les deux dispositifs, de ne pas faire table rase du passé, mais vraiment de faire en sorte qu'on soit le plus efficace possible finalement, et peut-être qu'on maintiendra le dispositif des sirènes en même temps qu'on aura ce dispositif de cell broadcast. Ce serait farfelu d'imaginer un système unique pour l'Europe ? Peut-être on y viendra un jour. En tout cas, nous, on avance aussi grâce à cette directive européenne qu'on a inscrite en droit français. On avance en fonction des besoins de nos concitoyens et on est assez content du rythme que cela prend avec ce projet qui est en toute fin de finalisation maintenant. Parce que vous expliquez, Camille Chess, que finalement, quelqu'un qui se retrouverait sur la Côte d'Azur, à un endroit où se passe un événement majeur, mais ne serait pas un ressortissant français, recevrait également l'alerte. Tout à fait. C'est vraiment la localisation du téléphone, et on peut avoir, alors sans parler de touristes étrangers, même un Parisien qui se retrouve à Marseille, qui n'a pas forcément dans ses réseaux sociaux le compte Twitter de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par exemple, et bien là, recevrait la même information s'il est lui-même pris dans un événement d'ordre public, dans un événement climatique qui fait qu'il a besoin de se protéger. Et pour ça, on n'a pas besoin de coopération avec les voisins européens, que ce soit les opérateurs d'ailleurs ou des échanges, il y en a. Bien sûr, vous les suivez de près, mais on travaille avec tous nos voisins européens. L'objectif, c'est que, encore une fois, les opérateurs... Est-ce que la question, par exemple, du roaming intervient tout à fait, sur bien ce sûr. sujet-là ? En fait, on réutilise les données des opérateurs. C'est leur métier d'être en mesure de savoir quel étranger vient en France, que ce soit un Allemand, un Belge, et de fournir des capacités de téléphonie mobile. Donc à partir du moment où un étranger peut appeler lorsqu'il est en France, on est capable de le localiser et on est capable d'appliquer justement les mêmes règles que pour un citoyen français. Et ça, encore une fois, sans démarche. C'est-à-dire qu'un étranger, ou même moi, si je pars en Belgique, l'objectif, c'est d'être en mesure d'avoir, dans le pays d'accueil, la possibilité de recevoir ces messages sans avoir une action à faire. Alors c'est ce que j'allais dire, si je suis un ressortissant français et que je me trouve en Allemagne au moment d'un événement majeur qui touche la population française, que se passe-t-il ? Vous allez être en mesure de recevoir un message de la part du gouvernement français, puisque nous, Français qui partons à l'étranger, c'est également quelque chose qui a été embarqué dans le projet avec le ministère de la France. Et que savez-vous des systèmes des voisins ? Est-ce que
on a une compatibilité entre nos différents systèmes d'alerte? Je pense que ça va faire partie, après c'est de la politique, mais ça va faire partie des prochaines discussions, je pense. Là, ce qui va se passer là, du 6 au 8 octobre en Lituanie, ça va être ça la discussion? Savoir comment on se met d'accord sur un système qui peut être compatible entre chaque pays? On prend bientôt la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois en début d'année, et ça fait partie des discussions qui seront portées par la France, en espérant effectivement, si ce n'est une uniformisation, au moins une compatibilité entre nos différents systèmes et finalement un service rendu à la population qui fonctionne où que l'on soit. Donc ça fait partie des choses qui seront portées à l'agenda. Est-ce qu'on a eu, nous, Français, des exigences particulières et strictes à l'égard des prestataires qui ont fait des propositions technologiques pour ce système d'alerte? Objectivement... Quand vous avez présenté votre dossier, vous deviez répondre à quel type de critères? Oui et non. Je pense que tous les pays européens aujourd'hui vont dans différents axes, veulent différents axes. L'objectif, c'est de vraiment être en mesure de alerter toute la population. Un des points que je dirais peut-être, pour en sortir c'est l'importance d'avoir justement ces données anonymisées et ce qu'on appelle la densité de population. Encore une fois, un des points très importants pour le ministère de l'Intérieur a été, je vais vous prendre un exemple très simple, l'image d'un donut que tout le monde connaît, gâteau. Vous avez un trou, une zone et ailleurs, et aussi en dehors du donut. L'objectif, c'est de pouvoir contacter les gens en fonction de chaque endroit où ils se posent, puisque sur une crise, vous alertez à l'endroit où vous êtes, mais vous pouvez alerter à quelques centaines de mètres plus loin, à quelques kilomètres, et le message doit être différent. Et ça, c'était un point vraiment très important pour le ministère, pour pouvoir faire de la gestion de crise et pas juste alerter à l'endroit où il se passe quelque chose, mais également communiquer avant, pendant et surtout après. Vous pouvez rentrer chez vous, la crise est passée, et avoir des messages vraiment différenciés. C'est le système, par exemple, d'alerte enlèvement qui fonctionne assez bien, est un modèle que vous suivez? Alors ça a à peu près pas grand-chose à voir. Le modèle alerte-alertement, c'est surtout une mobilisation des médias, des transporteurs autoroutiers, les aires d'autoroute, etc., où on va mobiliser un certain nombre d'acteurs avec un message. Par contre, ce qui est identique... Là, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, ce qui est identique, c'est que c'est un dispositif suffisamment rare pour être efficace à 100%. Oui. Et ça, on en retient qu'il ne faut pas lasser la population avec des choses qui viendraient se répéter ou qui seraient, comme vous le disiez, de la communication à outrance. Il faut vraiment arriver à cibler les messages au bon moment et pas inonder les personnes de messages de prévention. Donc ça, moi, j'en retiens peut-être de l'alerte enlèvement qu'il faut vraiment avoir des conditions et un process extrêmement fiable qui soit vraiment que pour le haut du spectre pour que cela continue à fonctionner dans la société. Et alors, je vous pose la question aussi à vous, Camille Chess. Qu'est-ce qui a convaincu le ministère de l'Intérieur de travailler avec Intersec? Différents critères. Je ne vais pas rentrer dans les conditions du marché, mais notamment, nous, on veut un sérieux technologique. On veut un suivi fort et une sécurité dans les réseaux, la conformité au RGPD, on l'évoquait, les liens avec les opérateurs qui sont importants pour nous. Donc voilà, sans rentrer dans le process de marché proprement dit, c'était quelque chose d'important. Sur les données. Oui, la souveraineté aussi a joué et travailler avec des entreprises comme la vôtre, effectivement, et pour nous des gages que cela reste dans notre giron français. Donc c'est des choses effectivement qui ont Vous êtes engagé là-dessus Bien sûr. Ça faisait partie des discussions, comme vous l'avez très bien dit. L'objectif, on reste dans une technologie 100% française 100% française. Nous sommes une société française basée à la Défense. Et les données, encore une fois, restent en France, chez les opérateurs, en étroite collaboration avec le gouvernement, bien sûr. Alors, on terminera là-dessus, quel va être le calendrier de déploiement ? Alors, on est dans des phases d'expérimentation. Voilà. On a une échéance à juin, donc ce sera fait avant cette date, effectivement. Là, on expérimente. La Corse s'est portée volontaire, la Seine-Maritime, la ville de Rouen, notamment, post-Lubrizol. Donc, on teste, on expérimente à différentes échelles. On fait des exercices, on processe l'ensemble. Et puis, la PFE. Donc, on va recevoir, si on est en Corse, par exemple, on va recevoir un message test. Alors, il y a des tests, il y a des exercices aussi, de plus ou moins grande ampleur. Donc, voilà, on est sur cette phase-là d'expérimentation avant le déploiement qui sera opéré l'année prochaine. Exactement. À partir de... Vous serez avant juin, mais... Oui, on sera avant juin. D'accord. Ouais, et sur ces tests, quand est-ce qu'on recevra les premiers messages de test ? Alors ça va dépendre du calendrier et du choix du ministère, puisqu'il faut trouver les bonnes villes, les bonnes personnes qui veulent utiliser l'outil en avance de phase. Donc
On verra. Et le travail avec les opérateurs, est-ce qu'il y a des contraintes particulières à prendre en compte? La seule contrainte, c'est une vraie collaboration entre le gouvernement et les opérateurs. C'est ce qu'on voit en France et ailleurs aussi. Pas vraiment le choix, non? De par la loi européenne, ils ne vont pas avoir le choix. Après, il faut que ça soit fait en bonne intelligence. On a eu, nous, des exemples en Europe où quand on est forcé, la collaboration n'est pas bonne et donc les projets sont compliqués à mener et risquent d'être en retard, ce qui n'a pas le cas de la France, puisqu'il y a une bonne collaboration entre les opérateurs et l'État. Et vous-même, vous travaillez déjà avec les opérateurs? Tout à fait. Sur quel type de problématiques? Des problématiques, encore une fois, toujours trouver du sens, donner du sens aux données de mobilité. Donc on fait la même chose, mais pour des use cases plutôt marketing, de la compréhension. Au service des opérateurs? Au service des opérateurs, pour les opérateurs, tout à fait. On vient de là en fait, c'est vraiment... Donc vous êtes déjà un partenaire. Exactement, partenaire des opérateurs pour travailler avec eux. Et puis maintenant du gouvernement français, tout à fait. Merci beaucoup, merci Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Arnaud Westphal, directeur commercial Europe et Afrique d'Intersec. On avait donc les deux protagonistes de ce futur système d'alerte aux populations en cas de catastrophe. Juste après la pause, on va se retrouver pour le rendez-vous autour de l'innovation, notre rendez-vous quotidien, mais aussi pour le rendez-vous avec le biomimétisme, quand le génie de la nature inspire de nouvelles technologies. Là, ce sera en particulier comment harponner les débris spatiaux.